Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un article que je considère qui est passé un petit peu sous le radar. Un article très pertinent qui traite de la gestion de la composition corporelle. C'est un article qui a été publié dans American Journal of Clinical Nutrition en 2002. Donc ça fait déjà un certain temps, mais c'est un article qui est toujours d'actualité. L'article s'intitule Free Living Activity Energy Expenditure in Women Successful and Unsuccessful at Maintaining a Normal Body Weight. Donc, on va parler de la gestion de la composition corporelle au fil du temps. Et les auteurs ont observé un groupe de femmes, donc une soixantaine de femmes, préménopausées, environ dans la trentaine. Ces femmes-là provenaient d'un projet de recherche. Donc, à peu près la moitié des participantes qui étaient des femmes qui avaient un surpoids ou qui étaient obèses avant et qui ont perdu du poids suite à une intervention nutritionnelle et qui sont désormais dans un statut de poids normal. Donc, le poids normal est déterminé avec l'IMC entre 18,5 et 25. Donc, on a fusionné, si on veut, ce groupe de femmes-là avec un autre groupe de femmes, environ une trentaine, qui, elles, étaient de poids stable et avec un poids normal depuis plusieurs semaines. Donc, ces dames-là se sont regroupées ensemble dans le même groupe. Et ce qu'on a fait, on a utilisé plusieurs méthodes pour identifier des variables très pertinentes à la perte de poids ou à la gestion de la composition corporelle. Dans un premier temps, au niveau de la composition corporelle, ça a été mesuré par ostéodensitométrie, donc un DEXA. J'ai eu l'opportunité de travailler avec ce type d'appareil-là. C'est très intéressant. Dans le fond, c'est un balayage, un scan qui va être effectué, qui prend à peu près 6-7 minutes et ça va nous permettre d'obtenir une mesure très précise de la masse grasse et de la masse maigre. On peut même subdiviser la masse maigre en faisant ressortir le compartiment de la masse osseuse. Le gros avantage du DEXA, c'est que ça va nous permettre d'avoir une bonne précision et d'être en mesure de détecter le changement. Donc, on va être en mesure de déterminer avec une très bonne précision les variations au niveau de la masse grasse et de la masse maigre. Donc, lorsqu'on parle de fluctuation de poids, on va être en mesure de précisément déterminer quel compartiment a été affecté par les changements de poids. Donc, est-ce que c'est un changement de masse grasse ou est-ce que c'est un changement de masse maigre? Au niveau de la dépense énergétique, on a mesuré le métabolisme de repos par échange gazeux. Donc, on a mesuré la quantité d'oxygène qui était consommée au repos et la quantité de CO2 qui était produite. Donc, ça nous permet d'avoir une mesure du métabolisme de repos. Donc, ce n'est pas prédit à l'aide d'une équation, ce n'est pas déterminé avec des tables, c'est vraiment la mesure réelle, la quantité de calories que la personne va dépenser au repos à rien faire. On a également mesuré la dépense énergétique totale. Donc, ça, c'est probablement l'aspect le plus intéressant de l'article. On a utilisé la méthode de l'eau doublement marquée. Donc, qu'est-ce que la méthode de l'eau doublement marquée? On utilise des isotopes qui sont étroitement associés au métabolisme énergétique. Donc, ces isotopes-là vont s'attacher à des composantes du métabolisme énergétique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner une grande quantité d'isotopes aux participantes au début et on va regarder combien d'isotopes il reste après un certain laps de temps. Donc, habituellement, on va faire des mesures sur une semaine ou 10 jours. La quantité d'isotopes qui est partie est directement reliée à la quantité d'énergie qui a été dépensée. Donc, on peut savoir combien de calories ont été dépensées pour une période de 7-10 jours. Et ensuite, on va faire la moyenne par journée. Donc, lorsqu'on combine ça avec le métabolisme de repos, on peut avoir une bonne idée de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Le seul compartiment qui nous reste à déterminer, c'est le coût énergétique de la digestion, donc la thermogénèse alimentaire. Dans l'article, ils l'ont fixé à 10%. Donc, la marge d'erreur qui peut être associée à ce chiffre-là est minime. Généralement, ça fluctue très peu, la thermogénèse alimentaire. Donc, c'est à peu près 10% des calories qu'on va ingérer qui s'en va à la digestion. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte que si on a le métabolisme de repos, la thermogénèse alimentaire et la dépense énergétique totale, on peut obtenir par soustraction la dépense énergétique associée à l'activité physique. Donc, tout ce qu'un individu va faire sur sa journée qui n'est pas associé au métabolisme de repos ou à la digestion va rentrer dans l'activité physique. Donc, ce n'est pas seulement l'entraînement au gym, ce n'est pas seulement d'aller courir dehors, c'est vraiment toutes les activités physiques au sens large du terme. Donc, on a vraiment un portrait complet de ce qu'un individu va faire sur une journée. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant et ça nous permet de démystifier et de démasquer certains concepts assez habilement. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail les participantes, on a un groupe d'une soixantaine de femmes, des femmes d'origine caucasienne, donc blanches et afro-américaines, âgées entre 20 et 46 ans et dont l'IMC est inférieur à 25. Donc, ces femmes-là, la moyenne d'âge était 34 ans environ. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mesuré toutes les caractéristiques de ces femmes-là au début.
au début du projet. Donc, on a mesuré leurs dépenses énergétiques, leur métabolisme de repos, on a recueilli les infos au niveau des apports nutritionnels, on a mesuré également la capacité aérobie par échange gazeux, donc un test de capacité aérobie pour déterminer leur VO2 max. On a fait des tests de force également. Donc, on a eu beaucoup d'informations sur la condition physique et les habitudes de vie des participantes avec des chiffres. Donc, non pas seulement avec des questionnaires ou des impressions ou des perceptions, mais bien avec des mesures objectives. Donc, ça devient très intéressant, surtout lorsqu'on va faire les analyses statistiques pour comparer à la fin. Donc, en moyenne, les femmes ont été suivies pendant 1,1 an. On a refait exactement les mêmes tests en suivi à peu près un an après, et là, ça nous a permis d'observer les changements. Les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subdivisé le groupe en deux sections. Un groupe de femmes qui a maintenu son poids et un groupe de femmes qui a augmenté. Donc, les femmes en gain de poids, c'est les femmes qui ont augmenté d'environ 10% ou plus leur poids initial. Donc, si elles pesaient 60 kg au départ, si elles ont gagné 6 kg ou plus, elles étaient considérées comme dans le groupe ayant gagné du poids. Les femmes ayant maintenu leur poids, c'est celles qui avaient subi une variation de poids inférieure à 3%. Ils ont fait également un sous-groupe intermédiaire où est-ce que les femmes avaient seulement gagné à peu près 3% de leur poids. Donc, on a deux groupes aux extrêmes. Un groupe qui a maintenu son poids, inférieur à 3% de changement. Un groupe qui a augmenté son poids, donc supérieur à 10% de gain de poids. Donc, ces deux groupes-là ont été comparés pour les caractéristiques qui ont été mesurées. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé pour les 61 femmes, eh bien, après un an, 27 de ces femmes-là ont réussi à maintenir leur poids, alors que 20 ont gagné du poids de façon assez importante, donc plus que 10%, et 14 femmes ont eu un gain de poids intermédiaire, donc aux alentours de 3%. Donc, c'est un changement quand même assez important au niveau du poids pour nos deux groupes qui sont aux extrêmes, donc le maintien puis le gain. Et à ce moment-là, on a pu regarder les caractéristiques. Donc, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui fait en sorte, probablement, qu'un groupe a gagné du poids alors que l'autre a réussi à maintenir. Les résultats au niveau du métabolisme énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on a observé en changement entre le groupe de maintien et le groupe de gain? Eh bien, au niveau de la dépense énergétique totale, on avait initialement 2233 calories de dépensées quotidiennement pour le groupe de maintien et 1969 calories pour le groupe qui a gagné plus que 10% de son poids. Lors du suivi, un an après, la dépense énergétique pour le groupe de maintien était à 2181 calories, donc à peu près une cinquantaine de calories de diminution par rapport à la mesure initiale. Le groupe qui a gagné du poids, 1917, également à peu près une cinquantaine de calories de moins que ce qu'il dépensait initialement. Donc, il n'y a pas une énorme différence au niveau de la dépense énergétique totale dans le changement à l'intérieur de chacun des groupes. Par exemple, l'écart est de 264 calories entre le groupe maintien et le groupe gain. Donc, c'est quand même assez important. On a à peu près 250 calories d'écart à chaque jour. Donc, sur une période de 1 an, ça peut faire une différence considérable dans la gestion du poids. Au niveau du métabolisme de repos, initialement, on était à 1303 calories pour le groupe de maintien et 1275 pour le groupe de gain. Pour le suivi un an après, au niveau du métabolisme de repos, on est à 1282 pour le groupe de maintien et 1253 pour le groupe de gain. Donc, le métabolisme de repos a diminué très légèrement. Donc, on pourrait même dire qu'avec la faible quantité de calories d'écart, on peut dire qu'il s'est maintenu. Donc, ce n'est pas une différence qui est significative au niveau de la dépense énergétique associée au métabolisme de repos. Par contre, au niveau de l'activité physique, initialement, on avait 706 calories par jour de dépensées pour le groupe de maintien versus 494 pour le groupe de gain. Et un an après, on observe 682 calories pour le groupe de maintien, donc une diminution d'à peu près une vingtaine de calories, et 470 calories pour le groupe de gain, donc également une diminution d'à peu près une vingtaine de calories, ce qui nous place dans une différence, donc un écart entre les deux groupes à 212 calories, donc à peu près 200 calories d'écart ensuite. Donc, ce qui s'est passé, ou ce qu'on peut présumer que s'est passé, c'est que le niveau d'activité physique, les habitudes de vie n'ont pas réellement changé sur un an. Donc, les personnes qui initialement bougeaient moins n'ont pas augmenté leur niveau d'activité physique ou l'ont diminué
très très peu, donc c'est très négligeable. 20 calories de différence, c'est du bruit. Donc on peut considérer que l'activité physique s'est maintenue. Donc quelqu'un qui ne bougeait pas pendant l'année n'a pas commencé à bouger plus. Et parce qu'initialement, cette personne-là ne bougeait pas beaucoup, eh bien, on a eu une prise de poids qui était assez importante. Donc on peut voir que ce n'est pas des écarts qui sont monstrueux au niveau de la dépense énergétique, mais ça s'est soldé par une différence assez importante sur un an au niveau du changement de poids. Donc, on parle d'un écart là, de quelqu'un qui a maintenu son poids à plus ou moins 3% versus quelqu'un qui a augmenté de 10% son poids durant l'année. Maintenant, si on regarde un petit peu les changements de composition corporelle plus en profondeur, comme on avait des mesures très intéressantes, eh bien, les changements pour ceux qui ont augmenté leur poids de plus de 10%, eh bien, au niveau de la composition corporelle, on parle d'un gain de 9,6 kg de masse grasse et d'un gain en masse maigre, donc potentiellement en masse musculaire, de 1,2 kg. Fait important à noter, ce 1,2 kg-là en masse musculaire ne s'est pas transposé par une augmentation notable du métabolisme de repos. On a tendance à souvent dire, si on augmente notre masse musculaire, ça va augmenter notre métabolisme de repos. Bien, le métabolisme de repos n'était pas plus élevé chez le groupe qui a gagné du poids avant ou après. Donc, à ce moment-là, c'est potentiellement peut-être pas si intéressant que ça d'uniquement cumuler de la masse musculaire. Donc, il va falloir voir un peu plus en détail la masse musculaire, comment ça peut être bénéfique. On va revenir un petit peu après. Au niveau du groupe maintien, eh bien, en moyenne, le groupe maintien a gagné 0,7 kg de masse grasse et a perdu 0,4 kg de masse maigre. Donc, il y aurait eu une diminution très légère de la masse musculaire. En temps normal, 0,4 kg de diminution, j'aurais dit, c'est négligeable et c'est probablement à l'intérieur de la marge d'erreur. Sauf que cette fois-ci, on a utilisé un DEXA. 0,4 kg avec un DEXA, on est capable de détecter ces changements-là avec une très bonne certitude. Donc, on peut conclure que le groupe qui a maintenu ont diminué leur masse musculaire, puis ont augmenté très légèrement leur masse grasse. Leur poids est resté approximativement stable. Donc, si on va voir un petit peu plus loin maintenant, eh bien, au niveau de la capacité aérobie puis de la force musculaire, la capacité aérobie n'a pratiquement pas changé dans les deux groupes. Donc, il n'y a pas eu de modification. Si on parle, on avait un VO2 max initial en litres par minute pour le groupe de maintien de 2,07 litres par minute. Pour le groupe qui a gagné du poids, 1,98. Donc, on s'entend, on est à peu près à 2 litres par minute, sensiblement la même chose. Et par la suite, donc, après un an, on a un VO2 max de 2 litres par minute et de 1,9 litres par minute. Donc, le VO2 max était à peu près pareil dans les deux groupes et demeurait à peu près pareil pendant toute l'année. Ce qui a changé, par contre, ou ce qui était différent plutôt, c'est au niveau de la force musculaire. Donc, le groupe qui a réussi à maintenir avait une force musculaire qui était plus importante au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs et a maintenu cette différence-là tout au long de l'année. Donc, sur un test pour les membres supérieurs, on obtenait en moyenne 18,8 kg et pour un test pour les membres inférieurs, on obtenait 43,5 kg pour le groupe de maintien, alors qu'on obtenait un 16 kg pour le groupe qui a gagné du poids et un 31 kg seulement pour les membres inférieurs pour le groupe qui a gagné du poids. Le groupe qui a gagné du poids a augmenté sa masse musculaire, mais la force musculaire n'a pas suivi. Parce que si on fait le suivi un an après, la masse musculaire est demeurée à toute fin pratique la même. Donc, on avait 16 kg de force pour le groupe qui a gagné au niveau des membres supérieurs. Après un an, on était à 15,7. On avait 31,5 pour les membres inférieurs. Après un an, on s'est ramassé à 31,9. Donc, il y a eu une augmentation de la masse maigre, mais ça ne s'est pas traduit par une amélioration des qualités physiques. Donc, on n'a pas eu une augmentation de la force musculaire. Donc, cette masse musculaire-là qui a augmenté, elle se trouve à pas nécessairement être fonctionnelle ou utilisée. Donc, on peut supposer que ce gain en masse musculaire-là, comme il n'a pas été converti en activité physique, il n'y a pas eu un impact notable sur la dépense énergétique, donc il n'a pas pu contribuer à maintenir le poids ou à créer un déséquilibre énergétique. Donc, à ce moment-là, quand on fait le focus uniquement sur le gain de masse musculaire, on peut se tromper. Donc, ça va être super important si on cherche à augmenter la masse musculaire, qu'on soit en mesure de faire une conversion de ces gains-là dans des qualités athlétiques, donc augmenter la force, la puissance, l'endurance musculaire locale, et de faire une conversion, c'est-à-dire d'augmenter le niveau d'activité physique sur 24 heures grâce à ces nouvelles habilités-là. Je vous dirais que je suis un peu surpris de voir que la capacité aérobie ne joue pas de façon
plus importante que ça dans le maintien ou le gain de poids. Je me serais attendu à ce qu'il y ait une diminution probable de la capacité aérobie du groupe qui avait augmenté son poids. Donc, le moteur est resté pareil. Sauf qu'est-ce qui a changé, par exemple, c'est le VO2 max relatif. Pourquoi? Ben, comme le groupe qui a gagné du poids ont augmenté leur poids, s'ils ont conservé le même VO2 max absolu en litres par minute, on se trouve à avoir un VO2 max plus bas en millilitres par kilo par minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau fonctionnel, eh bien, notre moteur tire une voiture qui est plus lourde. Donc, il risque d'être un peu moins performant. Donc, à ce moment-là, c'est une hypothèse qui pourrait valoir la peine d'être explorée. Donc, le faible changement au niveau de l'activité physique chez le groupe qui a gagné du poids pourrait être associé à une diminution de la capacité aérobie relative, puis une force qui n'est pas suffisante ou qui ne se convertit pas en activité au quotidien. Donc, moi, je trouve ça super, super intéressant parce que ça met de côté là, plusieurs théories sur le métabolisme de repos lent, le corps qui fait des réserves en prévision du futur. Donc, ce qui arrive, c'est que on observe vraiment un changement ou une différence marquée au niveau de l'activité physique. Puis, de façon très, très simple, ben, quelqu'un qui bouge moins a plus de risques de prendre du poids que quelqu'un qui bouge plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne va bouger plus ou moins? Eh bien, ça se peut que ça soit associé à de la force musculaire, comme ça se peut que ça soit associé aussi à une diminution de la capacité aérobie relative. Donc, c'est des éléments très, très importants à considérer. Puis ça, c'est des éléments qui sont mesurables, observables dans un contexte de conditionnement physique. Donc, ça devient super intéressant parce qu'on est capable de quantifier les choses. Puis comme on quantifie ça, on peut déterminer le changement et l'impact que ça a sur les fluctuations de composition corporelle versus des théories au niveau du métabolisme de repos ou des éléments qui sont un petit peu plus abstraits où est-ce qu'on n'a pas accès nécessairement à ces mesures-là. Donc, c'est facile de dire que c'est probablement le métabolisme de repos qui est bas puis que c'est pour ça que quelqu'un va prendre du poids, mais on ne le quantifie pas. Versus, on peut quantifier la force musculaire, la capacité aérobie et déterminer s'il y a un impact sur les changements de composition corporelle par la suite. Donc, c'est un article que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça dommage que ça ne sort pas, on n'en parle pas plus dans le milieu de l'entraînement comme tel. Je trouve que c'est des informations qui sont vraiment, mais vraiment pertinentes et je trouve ça très, très utile. Puis c'est un article, même s'il y a des méthodes très poussées, très théoriques, bien, qui nous permettent d'utiliser ces informations-là, ces données-là, pour bâtir des interventions concrètes pour mieux gérer le poids. Donc, ce qu'on a à retenir, bien, quoi qu'on fasse en termes d'intervention, il faut s'assurer que sur 24 heures, ça augmente la dépense énergétique. Donc, on veut que la personne dépense plus de calories. Puis, ce qui va avoir le plus d'impact là-dessus, c'est augmenter le niveau d'activité physique au quotidien, pas seulement miser sur une augmentation de la masse musculaire grâce à l'entraînement. Il faut faire de quoi avec cette viande-là? Il faut que ça se traduise par « je bouge plus dans ma journée ». Donc, je vous remercie. Ça complète mon analyse de cet article-là.